Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein. J'étais parti, j'avais beaucoup de boulot au mois de juin. Mais là, je suis arrivé dans une magnifique région. Je suis avec Guillaume et Cédric. Et Cédric. Du coup, on est arrivé dans une magnifique région qui est la Haute-Savoie. Donc on est au milieu des montagnes. Je ne sais pas si vous voyez autour de moi. Et on a aussi une belle race de vaches derrière moi. La Montbéliarde et l'Abondance. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire où on est exactement? Parce que moi j'ai dormi à côté de Genève hier soir, mais là... on n'est pas très loin de Genève, on est à Latour, c'est entre Annemasse et Samoin, okay. Au départ de la vallée du Gifre, un peu plus bas que la vallée du Gifre. D'accord, et on est à on va dire combien de mètres d'altitude? On est à 650. D'accord, ouais, on est on va dire au début de la montagne. Voilà. On n'est pas en haute montagne, non, voilà. Mais bon, vous avez un peu de neige, j'imagine. Un petit peu, puis un petit peu de relief, c'est pas la plaine, c'est pas la grosse montagne, c'est entre deux. D'accord. Donc aujourd'hui, sur votre exploitation, il y a combien de vaches? On a une centaine de laitières, une centaine de genisses, okay. Et puis on a 160 hectares à peu près. D'accord, et donc vous êtes installé depuis? Moi 2013. Et moi 2016. Donc c'est une ferme que vous avez repris, c'était pas en famille quoi? Non, hors cadre familial. Ouais. Okay. Et la motivation de venir ici dans... C'était la structure, un gros parcellaire autour du bâtiment pour le pâturage. Et enfin nous les vaches, il faut qu'elles pâturent chez nous, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Non mais déjà dans nos têtes, et puis après en plus pour le cahier des charges. Et là il y avait tout pour pâturer correctement autour du bâtiment. Alors, voilà. Globalement aujourd'hui, donc vous avez 30 hectares de pâture et tout le reste c'est de la prairie de fauche quasiment? Non, après on a 30 hectares de pâture autour du bâtiment, on a de la fauche pas très loin du bâtiment. Après on a d'autres pâtures qui sont beaucoup plus loin, on va à 15 km, on a des parcs à 15 km. On a des alpages, on va en alpage avec les genisses, elles montent tout en alpage. Quelques taris aussi. Et sinon, après, tout ce qui est les laitières, elles restent ici autour du dans bâtiment, les 30 hectares. Quoi. Ouais, donc il y a un peu de clôture à faire, j'imagine. Un petit peu, ouais. Vous passez un peu de temps à tout préparer, surtout au printemps. Je pense qu'une fois que l'hiver est passé, il y a un peu de boulot à remettre en ligne. On démonte quasiment tout à l'automne parce qu'avec la neige, sinon ça s'écrase tout. D'accord, ok. Alors c'est tout en fil nylon, quoi, et on démonte tout à l'automne et on remonte tout au printemps. Ouais, donc il y a un peu de préparation, on va dire, au printemps. Voilà. Et peut-être en plus, ça fait 2 ans et demi que vous avez mis les robots. Oui. Vous m'avez dit les 2 premières années, c'était vraiment pâturage matin, midi, soir, toute la journée. Jour et nuit. Ouais. Sauf que malheureusement cette année, alors nous en Normandie, Bretagne, on était embêtés par la pluie, mais vous aussi apparemment. Nous aussi, ouais. Et du coup, cette année c'est un peu différent. Du coup, on sort plus que la journée cette année et la nuit elle reste dedans au sec parce qu'on a de la pluie quasiment toutes les nuits, alors on les laisse dedans. Ouais, donc pour on va dire essayer de valoriser au mieux le pâturage, oui. On a des parcelles réorganisation quoi. Voilà. Éviter d'abîmer aussi les sols parce que après les vaches quand ça pleut trop ou que c'est humide, ça tasse le sol. Ouais, donc faut, comme on dit, de toute façon en agriculture, il faut toujours s'adapter à la météo. On est dépendant de ça c'est clair. Et donc les vaches restent en bâtiment la nuit, cette année exceptionnellement. Voilà. Mais sinon la stratégie c'est vraiment de faire du pâturage jour et nuit. 365 jours par an je crois, non? Si on pouvait, ouais. S'il n'y avait pas de neige, ça serait ça. Ok. Et globalement les vaches, donc elles sortent à partir du quel mois au printemps? Fin mars, début avril. Ok, et vous les enfermez vers le 11 novembre. D'accord. C'est un peu la date. La date repère. C'est quand la neige commence à tomber, Non, en général, à partir du 11 novembre, ça devient trop humide et puis on arrête, quoi. Okay. On arrête parce que c'est trop humide, ça abîme tous les sols. Mais puis l'herbe n'a plus de valeur après, arrivé au mois de novembre. Oui, les vaches, forcément, en termes de, on va dire, production aussi, si l'herbe est
il y a moins de sucre, moins Voilà. appétante, les vaches derrière puis forcément elles le donnent le lait problème, en conséquence. Plus on fait traîner tard l'automne, plus les vaches elles puisent sur leurs réserves et puis moins après on démarre la production pour l'hiver. Ok, ouais. Ouais, donc il y a vraiment deux gestions entre la partie pâturage à la belle saison et après quand on passe en grange, Voilà. quand on enferme les vaches au bâtiment. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que nous en Normandie, on est plus parti dans un système intensif où les vaches restent enfermées hein, avec une ration assez linéaire tout le long de l'année pour éviter les perturbations. C'est vrai que vous avez plus de variations, il y a plus d'ajustements, on va dire. Au pâturage, la ration elle change pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, parce que dès qu'on change de parcelle, l'herbe n'est pas au même stade, ça change tout le temps. Et en termes de paddock, vous changez de paddock quoi, tous les jours, tous les 2 jours? Non, on essaye de faire 4-5 jours, mais on agrandit au fil tous les jours. D'accord. Donc tous les jours, elles ont un repas frais quand même. Voilà, tous les jours un repas frais, on allonge le fil tous les jours et par contre on a des paddocks quand même et les paddocks ils font à peu près pour 4 jours. D'accord, ok. Comme ça, quand elles mangent 4 jours dans le paddock au fil et quand elles ont fini le paddock, et elles repartent sur un nouveau paddock, et avec un fil avant. Voilà. L'avantage des petits paddocks, c'est que s'il y en a un qui est trop gros, on peut le débrayer puis on le passe en fauche, non pas le. Ok. Oui, en termes de gestion des paddocks et pour pas amener les vaches dans un paddock qui est trop avancé. Voilà. Et c'est vrai que bon, on verra ça tout à l'heure après au niveau du bâtiment, mais vous êtes bien équipé au niveau fenaison, autochargeuse, parce que c'est séchoir en grange aussi sur l'exploitation. Voilà. Et c'est vrai que ça permet en fait de gérer l'herbe presque paddock par paddock, quoi. Voilà, ouais. Avec votre système. Ouais. Ok, ça roule. Bon, qu'on parle un peu aussi de la race de la vache. Qu'est-ce qu'elle a de particulier La Montbéliarde, nous c'est un troupeau principalement Montbéliard, c'est parce que c'est une vache qui produit et puis qui est adaptée à notre région, qui est aussi tolérée dans le cahier des charges du reblochon. D'accord. Et parce qu'on n'aurait pas le droit à de la Holstein par exemple. D'accord, ok. On a le droit qu'à 3 races, Abondance, Montbéliarde et Tarine. Ok, ah oui, ok, donc c'est important de choisir d'avoir la race adaptée au cahier des charges. Forcément. Et puis nous, la Montbéliarde, parce que le troupeau, quand on a repris l'exploitation, c'était un troupeau Montbéliard, du coup on a gardé cette race. On a repris quelques Abondances parce que c'est un peu notre vache de cœur. De préférence. Voilà. Alors du coup, on a quelques Abondances, mais voilà, sinon c'est Montbéliard. Ok, et vous faites un peu de concours, des choses comme ça? Non, on a arrêté, ouais. Pas trop le temps? Non, pas le temps, c'est trop de préparation, c'est du boulot. Ça marche. Bon, on va se diriger tranquillement vers l'exploitation pour parler un peu des robots et de la partie aussi séchoir en grange, qui est intéressant à montrer, parce que forcément, la valorisation, vous verrez, j'ai senti le foin tout à l'heure. Le foin déjà, bon, vous aurez que la couleur vous, mais l'odeur aussi est incroyable. C'est vraiment du foin de haute qualité que vous avez là dans le séchoir. Pour donner une idée, l'hiver dernier, en production moyenne par jour, on tournait autour de 28-29 litres par jour par vache, avec 100% de foin. D'accord, ah ouais, quand même. Tout ce qui est ensilage, tout ce qui est aliments fermentés, c'est interdit pour le reblochon. Et du coup, 100% foin et on tournait à 28-29 de moyenne. Ouais, comme quoi, si on fait un foin de qualité, on peut avoir aussi une production intéressante et de qualité derrière, quoi. Voilà. De toute façon, pour arriver à une bonne production, l'essentiel c'est l'aliment de base, hein. C'est la ration de base qui compte, quoi. Ouais. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, on peut mettre 3000 kg de farine, ça ne marchera pas, hein. C'est l'aliment de base qui fait le lait. C'est le foin de base qui fait la qualité de lait derrière, quoi. Ouais, voilà. Et en termes de taux aussi, en termes de qualité, aujourd'hui vous êtes à... En taux, on tourne autour de 38-39 en matière grasse. D'accord. Et puis 33-34, des fois plus en protéines. Ok, ouais, donc il y a ce qu'il faut pour faire du bon reblochon derrière, quoi. Voilà. Bon, il y a un petit peu de matériel sur la ferme, forcément. La gestion de l'herbe, ça fait qu'il faut s'équiper en conséquence pour intervenir dans les meilleures conditions. Voilà, au meilleur moment. Ouais, donc rapidement. là... Comment? Rapidement. Rapidement, parce qu'avec les fenêtres météo, il faut être le plus rapide possible. Ok, donc vous, globalement, au niveau de matériel, vous avez groupe de faucheuse frontale, non? Ouais, on a 2 frontales, 2 arrières. Ok. On a 2 combinés sur 2 tracteurs différents. Ça marche. Et après, on a tout ce qui est pirouette, endaineur, autochargeuse.
Ouais, vous avez tout votre matériel pour les fenaisons, au sein de la ferme. On a tout. Ouais. Même pour tout, on n'a pas de cuma sur le secteur. D'accord. Il n'y a que le pressage en botte carré qu'on fait faire. Ok. Sinon c'est tout sur la ferme. Et donc, grosso modo, il y a quoi, 85%, je sais pas, de votre herbe récoltée, vous la mettez dans le séchoir ou c'est la totalité? Une année comme cette année, c'est à peine 50%. D'accord. Parce qu'il y a tellement de volume de foin, on n'est qu'à 50%. Et puis sinon, les années d'habitude, c'est 60%, 70%. Ok. Le voisin qui passe. Bon, en tout cas, vous êtes équipés tous de la même couleur dans le coin. Voilà, c'est la concession. Ok. Et du coup, ouais, par contre, tout ce qui est pressage, ouais, est-ce que en fait, la particularité qu'il y a aussi, c'est qu'on est en montagne et donc le soleil, il n'est pas tout le temps présent. Il y a beaucoup de parcelles qui sont à l'ombre en fait. Ouais. Et donc, ces parcelles-là sont difficiles à sécher en foin, quoi. Voilà, du coup, on les passe au séchoir et puis après, une année comme cette année qu'on a fait beaucoup au séchoir, et on a repressé en grange. D'accord. Une entreprise qui est venue avec une presse avec un cône. Ok. Et on charge dans le cône, on récupère les bottes derrière et voilà, on represse du foin de séchoir. Ouais, donc c'est vraiment une organisation tout autour de l'herbe et, voilà. Et c'est intéressant parce que nous on a l'habitude d'ensilage de maïs. Vous n'avez pas du tout de maïs là? On fait du maïs pour aller en vert à l'automne. D'accord. Ça veut dire qu'on va le matin et on le donne, on va l'après-midi, on le donne tout de suite, quoi. Ok, et c'est quoi l'avantage de... Ça apporte du frais les années de sécheresse. D'accord. Et puis il y a un apport de céréales qui se fait grâce avec le maïs grain, quoi. Ouais, c'est pas une gestion de maïs épi par exemple, comme on peut retrouver nous par chez nous. C'est de la plante entière. Des fois de reconcentrer, on va dire, en énergie, mais... Non, nous c'est de la plante entière et on en cile tous les jours. Tous les jours, il faut donner en vert. On peut pas le laisser par exemple aller le matin puis le donner seulement le lendemain. D'accord. On le donne directement. Ok, ouais, est-ce que ici, donc interdiction d'avoir du maïs, du fourrage fermenté, l'enrubanage, il n'y a pas le droit non plus. Interdit, ouais. Donc c'est vraiment que du foin, que du frais. Et... Voilà. La mélangeuse aussi est interdite. D'accord. C'est distribution à la main. Ouais, il n'y a pas le droit d'avoir une machine pour préparer, couper ou mélanger quoi que ce soit. Non, on n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit, voilà. Ouais, donc ils ont quand même des contraintes différentes de ce que je connais d'habitude. Voilà. Et c'est intéressant justement de comprendre et de voir cet aspect-là. Et du coup là, petit fen avec l'autochargeuse. Voilà. Donc qui sert en ce moment quasiment tous les jours, j'imagine. Pas tous les jours, mais ouais, assez souvent. On n'a que des petites fenêtres météo, mais du coup elle sert, elle a beaucoup servi cette année parce que les fenêtres météo étaient courtes, on pouvait difficilement faire des bottes. Ok. Mais voilà. Et est-ce que là vous faites entre 5 et 6 coupes par an? Sur les belles parcelles, on arrive à 6 coupes, oui. D'accord. On a d'autres parcelles, on arrive à en faire qu'une parce qu'il y a de l'altitude, parce qu'il y a de la pente, il y a plein de... Et c'est quoi votre, on va dire, votre surface moyenne de parcelle? En moyenne, je sais pas. Dans ce qu'on fait en foin, la plus petite, elle fait 300 mètres carrés, la plus grosse, elle fait 10 hectares. Ah oui, 300 mètres carrés. Voilà, on a du mal à se tourner dedans. D'accord, ok. Ouais. Mais tout est, je veux dire, le moindre petite parcelle, vous valorisez au maximum, quoi. Voilà, ouais. Ok. Et donc là, on arrive dans le bâtiment des vaches laitières. Donc là, il y a le séchoir en grange. Voilà. Avec la griffe que vous voyez au-dessus, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc globalement, l'autochargeuse, vous baignez tout le fourrage ici. Voilà. Et on reprend avec la griffe. Okay. Et on répartit dans les cellules. On a 4 cellules de 120 mètres carrés avec séchoir et déshumidificateur. Ok. Et du coup, on remplit nos cellules petit à petit. Puis on peut choisir un peu suivant la qualité aussi. On met dans telle ou telle cellule suivant la qualité. D'accord, ouais, là, donc les premières coupes plus dans une cellule et... Voilà, en général on fait 2 cellules de première coupe et après les 2 autres c'est 2e et 3e coupe. D'accord. Et 4e et plus quoi. Comme ça quand vous reprenez vous savez à peu près la valeur aussi de votre foin, de votre fourrage. Voilà. Et... Puis ça permet si on a un foin qui est un peu moins bon, il sera dans une cellule. On va mettre par exemple une griffée l'hiver quand on distribue, on met une griffée de très bon, une griffée de moins bon, une griffée de 2e coupe, une griffée de 3 et plus. Ok. Voilà, ça permet de faire une ration d'équilibrer un peu la ration. Ça permet de mélanger, comme ça le moins bon, ça pénalise pas la production. De valoriser tout le foin en fait. Voilà. Ça fait un foin moyen, en moyenne plutôt bon tout l'hiver, plutôt que de donner toute une cellule de bon et puis après que du mauvais. Voilà. Donc c'est une gestion vraiment de...
Ok, donc là, je sais pas, en mètres cubes ou en mètres carrés, il y a combien de surface de séchoir? Il y a 4 cellules de 120 mètres carrés et de 8 mètres de haut. 8 mètres, ouais. 8 mètres donc ça fait quoi? Ça met en quantité de fourrage? Ça fait beaucoup, je sais pas combien exactement. J'ai du mal à imaginer, mais... Ok, et donc là, et quand vous reprenez, donc vous redéposez tout ici? Ouais, on dépose ici. Dans le couloir là-bas. Dans le couloir? Et après, on prend le valet de ferme et on pousse avec et ça distribue devant les cornatifs. Ok, donc globalement, en temps de travail, c'est quoi? L'hiver, 5 minutes. 5 minutes, ok. Et tout se fait sous le bâtiment aussi? Je veux dire, s'il y a de la neige ou quoi, vous êtes au sec, quoi? Ouais, on sort pas du bâtiment. Ok. Ouais. Et les génisses, après, c'est pareil. Elles sont en bottes carrées. Les bottes carrées sont empilées devant les génisses. Et on a juste à couper les ficelles des bottes. On fait tomber nos plaques. Et voilà, c'est 5-10 minutes par jour et c'est fini. Ouais. Non, mais c'est en termes de temps de travail, c'est hyper efficace comme astreinte quoi, de fourrage. On a été obligé d'être efficace aussi parce que on est deux, on a 200 bêtes. Voilà, si on veut pas passer avant qu'on mette les robots, on était 3 associés et on a cherché un remplaçant et on n'a pas trouvé. Alors du coup, c'est pour ça que notre choix s'est orienté vers les robots aussi, quoi. Ok, ouais, ok, ça, d'où l'aspect de robotiser la traite et de, on va dire, gagner en confort et temps de travail au quotidien. Il faut toujours être présent, mais c'est pas la même astreinte qu'une salle de traite, quoi. On a beaucoup plus de souplesse et puis voilà. Ça roule. Bon, on continue, on va aller faire un petit tour. Parce que là aussi, le bâtiment, donc, il est divisé un peu en 2 parties. Oui. Donc il y a une partie séchoir en grange et la partie alimentation où il y a les 2 robots de traite. Et sinon, il y a un second bâtiment où là, il n'y a que le couchage en fait. Voilà. Et les donc il y a deux compartiments. Voilà. Donc là, c'est, j'imagine, la vieille stabulation aussi, historique. De 1975. Ok. On a réaménagé. D'accord. Déjà, les exploitants avant avaient déjà commencé à faire des réaménagements. Et puis nous, on a continué. Et aujourd'hui, c'est fonctionnel, quoi. Voilà. Ça roule. Et on a positionné les robots au fond. On va aller les voir. La salle de traite, quand on était en salle de traite, elle était juste là derrière. Et puis aujourd'hui, on a inversé. On avait nos box au fond, la salle de traite devant. On a mis les box devant et les robots au fond. D'accord. Ça roule. Tac, du coup, on est arrivé de l'autre côté du bâtiment. Donc là, il y a 2 minutes, on était dans le couloir d'alimentation. Voilà. Donc là, on est autour des robots. Chose particulière, c'est que là, il est 10h30. Non, il est quelle heure? Il est 10h. Il n'y a pas de vache autour des robots. Pourquoi? Elles sont au pâturage. Voilà, c'est une autre organisation. C'est que là, les vaches sont bloquées à la pâture. Voilà. De quelle heure à quelle heure à peu près? De 8h à 16h environ. Ok, donc 9h, 17h, quoi, voilà. Ouais, grosso modo, les horaires, c'est ça. Pendant 8 heures. Quoi. Donc pendant 8 heures, les vaches sont complètement parties à la pâture, donc il n'y a pas de passage au robot. Et donc forcément, quand vous allez rouvrir les portes, il y aura un peu de bousculement autour des machines. Voilà. Il y aura besoin d'aller se faire traire. Voilà. Et il y a combien de vaches là, pour rappel? Là, il y a à peu près 70 vaches aujourd'hui. Donc comme quoi, le pâturage, bon, c'est une organisation, mais c'est pas parce qu'on met des robots qu'on peut plus pâturer ou inversement, quoi. Non, non, non. Nous, ça a absolument rien changé. Ça a juste changé un peu l'organisation parce qu'avant, on avait notre habitude à 7h, on avait tout fini de traire à 7h, il n'y avait plus une vache dans le bâtiment. Voilà. À 15h, ça rentrait tout. Voilà. Aujourd'hui, elles sortent un peu plus tard et puis elles rentrent un peu plus tard. Et puis voilà, ça change absolument rien. On traversait les routes avant quand on était en salle de traite, on traverse toujours les routes aujourd'hui. Avec les robots? Avec les robots. Ça, juste, la première année, c'était un peu plus dur de s'adapter parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Comment gérer le... Voilà. Ouais. Et du coup, la première année, on avait fait un parc un peu tampon où c'est que quand elles étaient finies de traire, elles partaient toutes dans ce parc en attendant de traverser la route. D'accord. Parce qu'elles n'avaient pas l'habitude non plus, nous non plus. Et puis après, au fil du temps, elles sont habituées, elles descendent tranquillement. Parce qu'avant, elles attendaient dans un petit chemin pour les emmener. Puis au bout du chemin, on a mis un fil où c'est barré. Et quand elles arrivaient au bout, la première année, elles pétaient le fil, elles partaient en pâture. Fallait y courir après. Voilà. Alors du coup, c'est pour ça qu'on avait fait ce petit parc d'attente. Et maintenant, on n'a plus de parc d'attente, elles attendent dans le chemin. Et... Elles ont pris l'habitude, le rythme. Et comme quoi, il faut aussi laisser les vaches faire en fait. Voilà. Il faut vraiment qu'elles... Elles font toutes seules, elles se débrouillent, quoi. Faut vraiment prendre du recul et vraiment laisser les animaux aller venir et se gérer tout seul. Pas non, tout, mais... et pareil, du coup, parce que là, là cette année c'est un peu particulier, mais même l'année dernière ou il y a 2 ans, pareil. Donc la traite se faisait le soir et la nuit vous les rebloquiez dans le champ. Voilà. Ouais. Donc c'était vraiment 2 fois bloqué 8 heures par jour dans le champ.
Et personne autour des robots. Voilà, personne. Et pas de retard, enfin pas de... Non, bah après, il faut accepter d'avoir du retard. Hein. Ouais. Nous, des vaches, après, on n'est pas à 42 de moyenne non plus. Oui, vous êtes quand même à 28, 28 kilos de lait. Au 25 au pâturage, quoi. Ouais, mais l'hiver, un peu. Oui, l'hiver un peu 28-30. Mais l'été, ouais, on tourne à 20-25 de moyenne. Après, il faut accepter qu'elles aient 12 heures de lait, 14 heures, voilà, c'est pas le bout du monde. Hein. Après, c'est la conduite qui veut ça aussi, quoi. Voilà. Fait. Donc, ok. Et puis, bah, quand on est en salle de traite, des fois, il y en a qui avaient bien 12 heures de lait dans la mamelle, et puis c'était la même chose. Hein. Ouais, donc c'est pas le robot qui a été problématique, quoi, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. C'est vraiment une réadaptation, en fait, du système de traite. Ça nous a changé un peu nos habitudes. C'était plus dur à nous habituer, nous deux, que les vaches, je crois. C'est souvent comme ça. C'est le changement d'organisation, quoi. Les horaires et tout, après, c'est plus les mêmes, faut s'adapter, quoi. Et grosso modo, on va dire une journée type, vous commencez à quelle heure le matin? On va dire 6 heures. À 6 heures, vous venez faire autour des robots directement? Non, moi je lève les vaches des logettes, je nettoie toutes les logettes. Après, on fait les veaux, tout ça, on regarde les vaches en retard. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne pousse pas une seule vache au robot. D'accord. Et ça, c'est la première. Quand on a mis en route, on en a poussé pendant, on va dire, 2 mois. Les dernières, elles ont mis 2 mois à s'habituer. Okay. Et à la fin, au bout d'un mois, on en poussait 5. Et à la fin des 2 mois, entre le 1 mois et 2 mois, on n'en poussait plus que 2. Et puis là, on n'en pousse plus du tout depuis 2 ans et demi. Ouais, tout le monde a pris son rythme. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on dit quand on met en route, en général, il faut presque toutes les vaches revêlent au moins une fois. Vraiment qu'elles s'habituent en fait à la machine ou au système, quoi. C'est ça. Bah, aujourd'hui, il n'y a plus que les genisses, quand on les amène, on les habitue un peu, mais sinon après les vaches, ça roule. Ok. Et donc là, 2 robots en tête à tête, avec un couloir de tri pour aller sur un air paillé. Bah, il y a 2 box, il y a un air pour les inséminations et puis une air pour les boiteuses, les malades, tout ça. Mélage. Donc voilà, on va dire gestion, un peu classique autour des robots. Et pourquoi, la question, pourquoi vous êtes parti couleur verte, pourquoi vous êtes parti chez GEA? Eh ben, GEA pour 2 choses. La première, c'était la qualité du nettoyage des trayons. Ok. Nous, on est en lait cru, leur bouchon c'est du lait cru, donc qualité, il faut être au top. Et c'était convaincu par le système GEA, quoi. On était vraiment convaincus. Les autres marques, on va pas dire pas convaincus, mais moins. Ok. Et après, en gabarit, c'était le seul qui rentrait facilement dans notre bâtiment. Les autres étaient un petit peu plus gros. Et du coup, il y avait plus de facilité d'adaptation. Voilà. Par rapport aux charpentes, parce que c'est vrai que là, basse, hein. La charpente est pas très haute, c'est vrai que je suis en train de m'en rendre compte là, en direct. Ah, on la touche. Hein. Et donc le fait que le robot soit hyper compact, facile d'adapter au bâtiment, quoi. Voilà. Ok, et un peu aussi peut-être l'accès à la mamelle, non? L'accès à la mamelle, oui, ça aussi, l'accès à la mamelle, parce que des fois on a des génisses qui ont de l'œdème au nombril. Ok. Et on a eu une fois, l'année dernière, on a eu une génisse qui avait un gros nombril avec l'œdème. Il n'arrivait pas à la brancher, pendant 10 jours, 15 jours, on l'a branché en manuel. Et la génisse elle est toujours là, c'est une de nos meilleures génisses qu'on avait l'année dernière. Ok. D'où de pouvoir avoir la possibilité de brancher manuellement, des fois ça sert. Ça nous a sauvé notre vache, quoi. Ouais. Et puis, pas une mauvaise en plus. Oui, surtout maintenant. Non, mais c'est. Mine de rien, quand elle est née, on investit en fait des sous toujours dedans jusqu'à qu'elle fasse son premier village, jusqu'à qu'elle soit entre guillemets rentable, j'ai envie de dire, jusqu'à qu'elle donne du lait, quoi. C'est vrai que si on la bazarde parce qu'on n'arrive pas à la brancher pendant une semaine ou 2, c'est dommage, quoi. Voilà. Et puis, en plus de la brancher, en manuel, c'est une chose, mais elle s'habitue au box. Pendant qu'on la branche en manuel, elle s'habitue au box, elle s'habitue au lavage des trayons parce qu'il se fait comme s'il était branché, elle était branchée toute seule. Elle s'habitue au bruit, elle s'habitue à tout. Et après, une fois que c'était bon, après ça roulait, quoi. Voilà, ici maintenant on l'aperçoit plus. Hein, c'est une vache, elle va révéler là. Oui, elle est dans le troupeau et on l'a pas aperçu. Elle pose pas de problème. Hein. Ok, ça marche. Et donc là, 2 ans et demi d'installation. Les robots, ils sont propres. On essaye. Mais voilà, ok, ça roule. Voilà, en train de faire le tour du séchoir et je vois aussi de la paille. La paille, vous la prenez où? Parce que vous avez peut-être vous achetez la totalité de la paille? Ouais. À part cette année, on avait mis 5 hectares d'orge, mais sinon on achète. Ouais, on va dire, et ça vient d'où en général? De la plaine plus de Lyon par là-bas, non? Ça dépend, ouais. Des fois ça vient de la plaine de Lyon, sinon on essaye aussi d'en acheter sur le secteur vers le lac Léman par là-bas. Ah hier j'étais près du lac là et ça moissonnait un peu, donc voilà, Mais c'est pareil, c'est des petites parcelles, hein, c'est pas... Voilà, c'est sûr.
c'est la région, quoi, c'est atypique, j'ai envie de dire. Bah, nous, nos 5 hectares, elles sont en 4 parcelles. Ok, ouais, bah, voilà. Et j'ai vu aussi, ils faisaient de la betterave. Donc, ouais, plus loin, plus sur le bas, ouais. Ouais. Et donc là, on arrive dans, bah, on va dire, dans la seconde partie du bâtiment, la partie qui sert que l'hiver, j'ai envie de dire. Voilà, puis là, cette année, la nuit, quoi, les vaches laitières dorment là-bas la nuit. Ça, c'est la partie pour réserver pour les genisses tout l'hiver. Bon, là, on a commencé à mettre un peu de foin, parce que cette année, il y a du volume. Tac, donc pareil, bon, c'est un bâtiment qui a été fait, je pense... En 2007, celui-là. 2007, ok. Ouais. Et donc, voilà, beau bâtiment. Calibotti, logette. Fosse dessous, ok. Voilà. Logette, tapis. C'est en termes d'effluents d'élevage aussi, en termes de plan d'épandage, j'ai envie de dire. Pareil, vous avez des restrictions non particulières un peu comme tout le monde. Après, ouais, c'est pas. Non, il n'y a pas plus que ça, pas plus que les autres. Ok, et en termes de valorisation, on va dire les lisiers fumiers, donc vous épandez ça l'automne, non lisier au printemps. Lisier au printemps et le fumier plus à l'automne. Et automne-hiver, quoi. Voilà, okay. Quand on peut, surtout. Quand vous pouvez, quand il n'y a pas trop de neige, quand les champs sont accessibles. Voilà. Ok, ça marche. Et en tout cas, merci pour votre accueil. C'était vraiment super intéressant. Ça change, on va dire, j'ai envie de dire c'est atypique, mais au final ici, non, c'est courant d'avoir une exploitation comme la vôtre. Ouais. Et bon, moi venant de Normandie, on va dire, ça change de ce que je vois tous les jours. Et puis c'est vrai que l'organisation, la gestion du pâturage en robot, la gestion aussi du foin, parce que le foin c'est ce que vous donnez tous les jours à manger. Donc ça change. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Avec plaisir que je reviendrai dans le coin manger du reblochon. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. De toute façon, on garde le contact pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!